L'opération n'aura duré que quelques heures. Les forces d'élite de la police israélienne, le Yamam, sont intervenues en plein cœur des faubourgs de Ramallah pour arrêter le meurtrier d'Ori Ansbacher. Nous en parlerons exceptionnellement avec deux anciens officiers de cette force de contre-terrorisme israélienne. Mais dans cette région où la guerre est aussi celle des mots, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de briser la loi du silence, ou plutôt la politique d'ambiguïté, et affirme à nouveau être à l'origine des frappes contre des positions iraniennes en Syrie. Attention toutefois à ce que l'adage « c'est moi qui l'ai fait » n'allume pas la mèche d'Iraniens déjà survoltés. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. C'est bien Israël qui a frappé des positions pro-iraniennes à Quneitra en Syrie lundi soir. Une frappe à partir de tanks israéliens. Benjamin Netanyahou a confirmé en personne l'information des médias syriens. Écoutez. Nous opérons tous les jours contre l'Iran, y compris hier, contre l'Iran et contre ses tentatives de s'implanter militairement dans la région. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien en déplacement sur une base navale affirmait que les missiles israéliens pourraient atteindre n'importe quelle cible iranienne ou de ses alliés dans la région. On reste en Syrie avec la bataille menée contre le dernier bastion de Daesh, des combats intenses qui poussent des civils à prendre la route pour échapper aux violences, et pas seulement des civils, des djihadistes aussi interceptés sur la route par les soldats syriens, irakiens ou kurdes, parmi eux des combattants de Daesh étrangers venus des 4 coins du monde, dont ces 2 femmes françaises interceptées avec leurs enfants sur la route et désormais détenues dans le nord de la Syrie. C'est sûr qu'on regrette. On a tout perdu. On a tout perdu en venant ici. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'est retrouvés coincés. On s'est retrouvés piégés. On s'est retrouvés piégés. Voilà, piégés. Propagande. Venez chez nous, regardez la belle église. La France n'a pas encore décidé si elle allait rapatrier ses ressortissants pour les juger ou si elle les laissait aux mains de la justice locale. Enfin, cette dernière information, l'Inde est sur le point de signer un contrat avec Israël pour l'achat de 54 drones Harop, des appareils surnommés drones suicides pour leur capacité à s'abattre directement sur la position ciblée, une technologie développée par l'armée de l'air israélienne. Voilà Mathias pour ce journal Sécurité Défense. Je vous laisse en compagnie de vos invités. Excellente soirée. Alors on parle justement de cette opération du Yamam, des forces d'élite de la police israélienne, en plein cœur des faubourgs de Ramallah pour arrêter le meurtrier d'Ori Ansbacher. Avec moi, 2 invités. D'abord, Miki Rosenfeld, vous êtes porte-parole international de la police israélienne. Vous avez servi également dans les rangs de cette unité pendant 10 ans. Et également, pourquoi je disais exceptionnellement, parce que nous avons avec nous le commandant E. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas dévoiler votre visage. Vous avez servi dans les rangs du Yamam, mais également de cette unité des infiltrés, le Yamas, et vous avez pris votre retraite il y a 10 ans. C'est en français, d'ailleurs, je précise. Quel regard portez-vous sur l'évolution du Yamam? C'est quoi le Yamam? Le Yamam, tout d'abord, c'est une unité d'élite, une unité spéciale antiterroriste spécialisée dans la libération d'otages et spécialisée dans les opérations en situation extrême. Et elle a été créée en 1974 en réponse à cette vague de prise d'otages et qui a l'événement de Maalot qui a trigué la création de cette unité. Et on dit que cette unité, d'ailleurs le slogan c'est « Je poursuivrai l'ennemi jusqu'à ce que je lui mette la main dessus ». Ça veut dire quoi concrètement? Et je pourrais même reciter une citation de Shamir, quand il était venu nous voir. L'ex-premier ministre. L'ex-premier ministre, évidemment. Et il nous avait dit tout terroriste qui arrive pour tuer des innocents ne devra pas sortir vivant de ça. Et Akam le'argecha, ashkem le'orgo. Ça c'est en hébreu, c'est la citation que vous venez de dire. Mais alors justement, on dit que vous êtes français. Quand vous êtes français, vous arrivez dans une telle unité d'élite. Oui. Ça se passe comment? Au point de vue humain, il n'y a aucun problème, évidemment, et on est bien reçu. C'est vrai qu'en France, j'étais juif, ici, je suis français. Il y a le problème un peu de la langue, évidemment, mais rapidement, on est intégré, et rapidement, on est comme tout le monde, il n'y a aucun problème. Si vous devez expliquer très rapidement le Yamam à des gens qui ne savent pas ce qu'est cette unité, vous leur dites quoi? C'est une unité d'élite qui... Le but, c'est la libération d'otages.
et une unité qui fait presque tout. Elle est capable de presque tout faire. On pourrait dire que c'est un film de James Bond, mais non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est une souplesse d'action, de réaction? C'est vrai que le lochem, le combattant, doit avoir des qualités extraordinaires. Et d'ailleurs, la sélection et la formation, on arrive à 1%. 1%. Si, par exemple, il y a 100 qui se présentent pour être admis, il n'y en aura qu'un qui va être à la fin admis dans l'unité. Évidemment, il doit faire preuve d'une henceforth, c'est-à-dire maintes qualités et compétences qui sont testées et retestées. Et évidemment, la souplesse d'esprit, savoir changer et s'adapter à toute situation, que ce soit travail de nuit, travail de jour, sous situation extrême, la nuit, le jour, le froid, les conditions, le gaz, et toutes sortes d'autres situations sous pression qu'un être humain normal n'est pas capable ou se craquera rapidement. Donc l'entraînement et l'habilité, c'est ce qui va prouver et montrer le professionnalisme et arriver justement à de tels résultats. Miki Rosenfeld, j'aimerais vous montrer de nouveau ces images de l'unité des Yamam à l'intérieur de la mosquée de Al-Biré, dans les faubourgs de Ramallah. Quand vous avez vu ces images, bien sûr, et vous les voyez là actuellement, l'opération, elle semble complètement chirurgicale. Est-ce que c'est le terme? Exactement, c'est une opération chirurgicale avec l'objectif d'identifier, de pouvoir parfaitement identifier c'est une opération qui a été coordonnée avec l'ASC, avec l'unité de Yamam qui est très petite, qui est très qualifiée. C'est une situation qui est très dangereuse. Ce sont des zones, mais qui sont nécessaires, sur lesquelles il est nécessaire de devoir intervenir. Nous n'avons pas le choix. Et l'unité de Yamam est capable d'aller au contact. Et dans Ménica, dans plusieurs cas, dans de nombreux cas, c'est une situation de combat dans laquelle il y a des échanges de feu et c'est très dangereux au long terme. Vous avez servi dans le Yamam au cours de la deuxième intifada. Vous avez été officier dans cette unité pendant 10 ans. C'est une autre époque. Vous avez vécu, pendant la première intifada et dans les années 90. Miki, face à des terroristes qui sont capables d'être suicidaires, dotés de gilets explosifs ou d'armes à feu lourdes, comment on réagit ? Tout d'abord, ce genre d'opérations sont assez rares. Chaque officier, tous les officiers a la capacité de comprendre que c'est soit lui, soit le terroriste, et c'est une décision qui doit être prise sur le moment, en une seconde, et nous sommes préparés, nous savons parfaitement, nous sommes entraînés, nous savons parfaitement ce qui nous attend. En conclusion, de toutes les façons, c'est soit vous, soit votre collègue, soit votre officier qui prend des décisions en une fraction de seconde et de devoir donc intégrer ce genre d'opération, qui est différent par rapport à la deuxième intifada. À l'époque de la deuxième intifada, c'est la technologie dont nous disposons aujourd'hui qui est très avancée et qui nous permet véritablement de planifier des opérations, d'intervenir dans des zones de façon plus précise. Lorsque nous sommes dans des zones contrôlées par les Palestiniens, l'objectif est de les éviter de pouvoir s'introduire sur le territoire israélien. Commandant, pourquoi le Yamam et l'unité d'infiltrés avec laquelle vous avez servi fait peur sur le terrain? Pourquoi elle fait peur? Elle fait peur parce que on arrivera toujours à retrouver l'assassin, on arrivera toujours à mettre la main dessus. Et même nos méthodes changent et évoluent avec le temps. Et ça nous permet de mettre la main dessus. Ça nous permet même de créer la panique chez eux. Et ils arrivent même à s'entretuer les uns les autres en pensant que en face d'eux se trouvent des forces de l'ordre, nos forces, déguisées en arabes.
Et nous avons assisté plusieurs fois ça s'appelle des doutes, ils se tirent les uns les autres en pensant que ce sont des forces qui viennent les arrêter. Et je peux citer même un exemple quand j'étais Mistarev, nous roulions en voiture, déguisés en arabe, nous prenions des stoppeurs, des autostoppeurs, qui demandaient, ils payaient 1 ou 2 shekels pour avoir ce stop. On les faisait monter en voiture et nous avions nos parlants en arabe qui les questionnaient, qui parlaient avec eux de toutes choses. Et évidemment, on parlait du terrain, ce qui se passe sur le terrain, les forces de l'ordre. Et ce qui en ressortait, la rumeur qui ressortait de tout ça, c'est qu'ils avaient tellement peur de ces forces du Yamam et du Hamas que la rumeur était que le Yamam, c'était une force. Ils appelaient ça Quatel Katal, c'est les tueurs. Ils prenaient des gens sur la route, ils les tuaient, ils les jetaient de la voiture et ils continuaient. C'était la rumeur qui avait été... Donc c'est pour ça que la peur est vraiment à l'intérieur d'eux. Très rapidement, en 10 secondes, oui. Si jamais je vous pose la question de ce qui vous reste de toutes ces années passées dans ces unités d'élite, en 10 secondes. Il me reste évidemment la fierté d'avoir servi dans cette unité, dans ces unités, et aussi la souffrance, on peut dire, la souffrance de toutes ces pertes. Nous avons perdu quand même 13 lochamim, 13 combattants en opération. Fierté et souffrance. Merci, commandant d'avoir été avec nous, et en français, s'il vous plaît. Miki, vous restez avec nous. On change complètement d'univers pour vous montrer une unité pas comme les autres. L'unité de la police des routes, vous la connaissez, et pourtant, elle est particulière. Elle opère dans les territoires. Regardez. Dès le briefing, le ton est donné. Le commandant Doudi Asseraf prépare ses hommes. Tous appartiennent à l'unité de la police de la route, dans une région explosive. Je vous rappelle les règles d'ouverture de feu. Si vous sentez que vous êtes en danger de mort ou que ceux qui vous entourent le sont et qu'il n'y a pas d'autre solution, vous tirez pour neutraliser la menace. Après une fin de semaine tendue avec des heurts sur le terrain, la motivation de commettre des attaques est amplifiée. Soyez très vigilants que l'on ne soit pas la cible de voitures béliers. Il est alors 7h30 du matin, les voitures se séparent. Direction la région du Gush Etzion, la zone de Tekoa et le sud de Hébron. Sur ces routes, où plaques vertes palestiniennes et plaques jaunes, arabes, comme juifs, israéliens se côtoient. Plus de 80% des véhicules sont dans ce secteur palestinien. Naftali, un camion bleu de la marque Pepsi, tient son téléphone de la main droite sur son oreille droite. Sur une route à double sens, le poids lourd peut être un danger immédiat s'il dévie de son chemin. Quelques secondes plus tard, en plein village palestinien de Tekoa, nous croisons le fameux camion. Le commandant décide de faire demi-tour, accélère et envoie les informations nécessaires à ses hommes. Impossible de procéder différemment selon cet officier, mais l'image est quelque peu troublante. Le policier peut, à n'importe quel moment, être renversé. Il n'y a pas d'autre solution pour arrêter des voitures, à moins de rester dans son véhicule. L'unité routière en Judée-Samarie est différente de toutes les autres unités routières. Nous avons 2 fonctions, d'assurer la sécurité des lieux et la sûreté des routes. Vous le voyez, nous avons un gilet pare-balles, des fusils automatiques et dans le même temps, nous surveillons les routes. Pendant que l'hélicoptère continue de scruter les environs, nous poursuivons notre ronde. Et pas besoin de rouler longtemps sur ces routes pour comprendre le danger qu'elles représentent. Un accident frontal devant nous. C'est l'hélicoptère de la police israélienne qui a donné l'alerte. Au sol, la scène nous semble chaotique, 2 voitures, une israélienne et une palestinienne. Aux abords, que des villages palestiniens, la recette parfaite pour des heurts. Et pourtant, ces policiers font preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Un accident de la route entre une voiture palestinienne et israélienne. Ces ambulanciers sont palestiniens sur une des routes les plus sensibles de Cisjordanie. Toute la complexité pour cette unité spéciale de la police israélienne. Au même moment, un camion palestinien en délit de fuite est arrêté par l'une des patrouilles. Hanan, un policier qui était en train de gérer l'accident, court, arme à la main pour gérer l'incident. Le conducteur était sous le choc quand il a compris que c'est l'hélicoptère qui l'a repéré. L'hélicoptère est l'un de nos meilleurs outils. Comme si je n'étais pas là, les contrevenants ne me voient pas.
mais ils viennent à moi. Il faut aussi être attentif aux curieux car il est déjà arrivé que ces policiers soient attaqués par des Palestiniens sans aucun rapport avec l'accident. On ne sait jamais si ces curieux veulent nous atteindre ou simplement être spectateurs de la scène. On s'occupe aussi de la sécurité. Résultat, l'officier Doudi demande à l'armée israélienne d'intervenir. D'un simple accroc entre deux véhicules, l'atmosphère peut très vite être tendue. Pas le temps de souffler, on se retrouve à l'intérieur d'un village palestinien. Les policiers ont non seulement arrêté le camion en délit de fuite, mais se sont aperçus que les pneus de cette voiture, repeintes à plusieurs reprises, ne correspondent pas avec la fiche technique du véhicule. Pire, le siège du conducteur n'est pas attaché. Et selon la loi, l'officier est obligé de signifier la contravention en arabe au conducteur palestinien. Vous avez 30 jours pour récupérer votre permis, la carte grise et l'assurance au commissariat d'Etzion. Et ensuite, vous devez planifier une remorqueuse à Jéricho. Cet endroit n'est pas forcément agréable. Il est très important que dans ce genre de situation, l'un d'entre nous écrit un procès-verbal et l'autre assure la sécurité des lieux. C'est essentiel. Nous pouvons faire face tant à des attaques terroristes que des actes criminels. Ou comment, comme ici, grâce à ce drone, dans les faubourgs de Khalkhoul, au sud de Hébron, l'unité routière de la police israélienne se retrouve engagée dans une mission délicate. Assurer le maintien de l'ordre public et être capable non seulement d'intervenir en cas d'incident, voire de servir de relais technologique aux forces spéciales sur le terrain. Ces mini-drones me servent à surveiller les routes, mais également à contrôler des heurts, des opérations en cours ou des attaques terroristes. Nous avons aussi la possibilité de revenir en arrière pour nos officiers. Dans l'un de ces véhicules contrôlés, un Palestinien qui avait usurpé l'identité d'un membre de sa famille. Il a été arrêté et interrogé. Le risque, dans ce genre de cas, que la voiture, généralement hors service, soit utilisée à des fins terroristes. Miki Rosenfeld, porte-parole internationale de la police israélienne, pourquoi donner autant de responsabilités à ces policiers ? En Judée et Samarie, là où il y a ces policiers, c'est une région qui est très spécifique puisque les policiers doivent aussi bien traiter des affaires de circulation que des affaires terroristes. Mais on le voit, c'est la seule unité au monde à réaliser ce travail ? Absolument, en Judée-Samarie, il y a beaucoup d'unités qui travaillent, mais cette unité spécifiquement travaille sur des incidents de circulation et ils utilisent tous les moyens dont nous disposons dans la technologie pour mettre en place cette sécurité sur les routes tous les jours. Il faut dire que ces policiers sont tous issus d'unités combattantes. Chaque officier, il y a simplement 6 officiers, 6 soldats dans chacune de ces unités. Ils ont tous servi dans des unités d'élite au sein de Tzahal et ensuite vont au travers d'un entraînement spécifique en Judée-Samarie pour intégrer la police. Ils opèrent dans une zone où il y a aussi bien des véhicules israéliens et des véhicules palestiniens. Il peut y avoir des accidents très important de la route, mais il peut y avoir aussi d'autres situations beaucoup plus compliquées. Nous avons vu ce qui peut se passer, par exemple, dans cet incident que nous avons vu. Il y a tellement d'opportunités que la situation se dégrade. Alors, ce qui m'a choqué tout au long de cette journée qu'on a passée ensemble, Miki Rosenfeld, c'est le calme de ces officiers. Et pourtant, alors peut-être que je ne suis pas habitué, mais il y a énormément de dangers à la seconde. En Judée et Samarie, nos officiers traitent d'un incident particulier, mais ils ont toujours une vue à 360 degrés pour savoir d'où pourrait venir le prochain incident. Jeter de pierres, cocktail Molotov, ou où est-ce qu'il pourrait y avoir un autre incident. Nous devons être au courant parfaitement de ce qui peut se passer dans toute cette région. N'importe quel véhicule qui s'arrête
sur la route. Comme un officier, en tant qu'officier de la police israélienne dans ces zones-là, nous sommes des cibles mouvantes et nous devons être capables d'opérer à chaque moment. Merci beaucoup, Miki Rosenfeld, porte-parole international de la police israélienne, d'avoir été avec nous. Direction l'armée de l'air et cette relation toute particulière entre les préparatrices des plans de vol et les pilotes. Notre caméra a pu filmer leur quotidien ou comment, derrière les opérations complexes des chasseurs israéliens, se trouvent de jeunes soldats. Reportage. L'histoire d'une relation de confiance entre les préparatrices des plans de vol d'avions de chasse israéliens et les pilotes. J'ai réalisé tous les changements que tu souhaitais, tout ce dont on a parlé hier. Il y a donc toutes les cartes que j'ai demandées? Oui, toutes les cartes et le plan de vol sont prêts, juste si tu peux les contrôler pour voir que tout est bon. La première fois que nos caméras sont autorisées à les filmer, du moins, tenter de mettre un visage sur ces jeunes soldats. Elles occupent l'une des positions les plus sensibles dans l'armée de l'air. Je comprends le poids qui repose sur mes épaules. Une seule erreur et le plan de vol de l'avion de chasse ne sera pas parfait. À seulement 19 ou 20 ans, ce sont elles qui préparent le plan de vol, les cartes, les positions des cibles et la nature des cibles à viser. Elles sont tenues de respecter le secret défense. Je ne peux pas dire à mes amis ou à ma famille ce que je fais ou ce que je prépare. C'est parfois difficile, surtout quand je vois un article sur Internet et que je ne peux pas dire que je le savais avant. Au sol, c'est lui qui est en charge des indications à donner pour le plan de vol. Une manière de suivre le processus de sa préparation à sa sortie dans les airs. Un rôle crucial face à l'intensification ces dernières années des entraînements et surtout des opérations. Nous sommes amenés, avec les préparatrices de vol, à collecter toute une série de missions différentes et parfois dans un laps de temps très réduit. Mais cela ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la précision des données, cartes, position et nature des cibles à frapper, quantité de kérosène à emporter, et ce que ce soit pour des entraînements ou des opérations. Et ce sans avoir le droit à l'erreur, surtout face à la multiplication des opérations ces dernières années de ces chasseurs. De la Syrie à Gaza. La difficulté dans les airs, ce n'est pas d'appliquer à la lettre la préparation de vol, mais d'appliquer ce plan malgré le fait que les données dans les airs changent. La réussite d'une opération dépend en fin de compte du degré de préparation au sol. Mon travail s'arrête au moment où l'avion s'apprête à décoller. Je sais que ma mission a été remplie. À partir du moment où il est en l'air, je ne peux plus rien faire. Mais tant que l'appareil est sur le tarmac, mon rôle fait partie d'un long processus où on doit se concentrer sur les moindres détails. Une préparation maximale de ces jeunes préparatrices, à la base donc des missions de ces pilotes, emmenés ces dernières années à multiplier les sorties complexes, notamment sur le front nord. Pierre Martinet, bonjour, vous êtes ancien officier du service action de la DGSE, les services secrets français. On parle avec vous de l'exfiltration d'un ingénieur iranien dans une opération conjointement menée par les services secrets américains, la CIA, ceux de Sa Majesté, le MI6 et le Mossad. Pierre, comment fait-on concrètement pour faire passer un tel ingénieur de la Turquie à l'Angleterre en passant par les Balkans et la France ? Alors, il y a plusieurs possibilités pour exfiltrer quelqu'un d'un pays. La première possibilité qu'on peut utiliser, c'est d'avoir de l'exfiltrer de façon totalement clandestine, soit par la route, soit par les airs, soit par la mer. Par la route, on peut l'exfiltrer avec un véhicule qui possède une cache. Par le biais d'une filière, on va dire, on utilise une filière là, de Téhéran jusqu'en Angleterre, puisqu'il est allé jusqu'en Angleterre avant de traverser le Channel de façon clandestine aussi, avec des migrants, visiblement, et ensuite prendre l'avion en toute tranquillité pour les États-Unis. Ça veut dire que les pays traversés ont fermé les yeux ou ne savaient pas ? Alors, il y a les deux possibilités, bien sûr, mais je pense que la première possibilité, c'est que les pays ne savent pas. Donc, un véhicule qui n'est pas suspect n'est pas fouillé. Et dans un véhicule qui n'est pas suspect, qui n'est pas fouillé, on peut très bien avoir une cache, c'est-à-dire un véhicule de moyenne contenance, une sorte de petit van. Où, on peut avoir une cache. On le travaillait, ça, dans les services, c'est-à-dire caché dans un véhicule, on traverse des frontières comme ça. Ça, c'est une possibilité qui permet de traverser toute l'Europe comme ils l'ont fait. Puis une fois qu'on est dans l'espace Schengen, vous savez très bien qu'il y a pratiquement zéro contrôle et on peut circuler facilement, même transporter de l'armement. Il y a eu des exemples comme ça
en Europe. Après, il y a une possibilité aussi de faire une opération aérienne clandestine. Alors, on fait poser un avion dans un champ et on l'embarque et puis c'est réglé. Et ensuite, il y a l'opération par la mer, hein, une plage qui est aussi clandestine, reconnue à l'avance. Et puis, on fait un beaching, on le récupère et on l'exfiltre. Pierre Martinet, est-ce que cela veut dire que c'est en one shot? C'est-à-dire qu'une telle opération ne pourra avoir lieu 2 fois? Ah ben une opération comme ça, on peut la renouveler, pas avec le même individu évidemment, mais on peut la renouveler tant qu'on veut, parce qu'on l'a déjà, on l'a joué plusieurs fois, donc on peut la renouveler tant qu'on veut. C'est-à-dire que les personnes qui ont joué cette opération ne vont pas retourner dans le même pays. Hein. On va dire que les identités qui ont été utilisées par ces personnes, s'il y a fausse identité utilisée, ces identités-là sont grillées. Ils vont après, si on doit exfiltrer d'autres personnes dans ce pays. En particulier l'Iran, on utilisera d'autres équipes, d'autres moyens, et effectivement on laissera un peu de temps passer parce que les gens vont maintenant en Iran, ils vont être un peu plus méfiants et regarder un petit peu plus leurs techniciens dans ce domaine-là. Mais il y a énormément de possibilités pour exfiltrer quelqu'un. À l'époque, on pouvait les exfiltrer avant l'apparition des passeports biométriques, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas comment les services ont pu s'adapter avec le passeport biométrique, parce que je suis parti il y a quand même quelques années, mais ils ont dû s'adapter fatalement. On rentrait dans un pays avec un faux passeport et de quoi transformer le visage, l'apparence de l'individu à exfiltrer, et on l'exfiltrait comme ça, sous une autre apparence, avec une autre identité. Merci Pierre Martinet, ancien cadre de la DGSE. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. Même heure, même endroit. À la semaine prochaine.